Tariq, comment tu vas? Ça va, on est là. À la pêche? C'est comment? Bah écoute, ça va, hein. Je t'invite dans mon show aujourd'hui. Enfin, en même temps, c'est toi qui m'invites chez toi. Ici, sur ton campus, dans ton jardin, dans ton antre. On est même dans ton vestiaire à San Jose State University, là où tu as écrit l'histoire, tu as marqué l'histoire. Alors dans la vie, il y a deux types de situations. Tu as Wikipédia, hein, pour avoir des infos plus ou moins accurate, comme on dit. Ouais. Et puis tu as venir ici, pour ceux qui peuvent, on est d'accord. Ceux qui ont accès C'est pas à donné toi. à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et pour avoir the true story. Donc, si tu es prêt à nous donner le true story, Ah, on est là, frère, il n'y a pas de problème. eh ben on y va. On y va. Vas-y. Alors Tariq, aujourd'hui c'est quoi ton actu? On va juste commencer avec ça. C'est quoi ton actu? Qu'est-ce que devient Tariq Abdelouad? Ah, Tariq Abdelouad, il vit sa vie, hein, calmement. Il n'y a pas de rien de spécial. Bon, j'ai des enfants qui font du sport, donc je suis pas mal busy avec ça. On organise pas mal de... Je suis beaucoup dans le tennis en ce moment, parce que mes enfants jouent au tennis. Et je suis toujours dans la même région, dans le nord de la Californie. Tout le monde va bien, tout le monde a la santé. C'est rien d'extraordinaire, mais on fait avancer les choses petit à petit. Okay. Le tennis, c'est un sport différent du basket, dans le sens où donc on coach des gamins. Moi et un pote qui était classé ATP comme ça, de toute façon. On coach des gamins, on organise des tournois. Donc les week-ends, on est surtout busy pendant le week-end. Mais c'est une autre mentalité. Une autre énergie, même. Ouais, c'est vraiment une autre énergie, une autre approche du sport qui parfois me prend la tête parce que c'est pas. C'est vrai. Ouais, il n'y a pas cet esprit d'équipe, il n'y a pas cet esprit de. C'est très égoïste comme sport. Sport individuel. Voilà, sport indiv. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre, quoi qu'il arrive. Donc c'est ce que je fais. Je suis techniquement, je suis à la retraite. Hein. Retraité. Techniquement, je suis retraité. Je bosse encore beaucoup, je suis encore super Tu fais busy. pas la grève toutes les semaines sur les trottoirs de San José c'est pas possible, frère. Parce que la retraite... C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Okay. Donc on bosse, on bouge. Ok. T'es plus connecté du tout avec le monde du basket? En tout cas, regarde, on est dans les vestiaires de San Jose State, là où de super choses se sont passées. D'ailleurs, je tiens à remercier le coach Hendricks et les coachs pour nous avoir donné accès. Ouais. C'est sympa aussi de revenir un peu où pas mal de choses ont été faites. Mais mis à part les conversations que j'ai avec Moussonko ou Alain Digbeu, Makan Dumassi, qui sont vraiment mes trois gars dans le basket en France, du moins. Le basket français, non. Non, I don't know what the hell's going on. You have no clue. Non, c'est eux qui me plug, quoi. Tu sais, quand on a un petit WhatsApp call, ils me plug. Ouais, ils t'update un petit peu avec les... machin, Euroleague, tout ça. Alain, surtout, il kiffe tout ce qui est Euroleague, tout ça. Il me met un peu au jus, mais après, c'est les grandes lignes. C'est les Wemby, les trucs comme ça, qui sont des news qui sont internationales. Tu es obligé de savoir un peu ce qui se passe. Okay. Alors... On va parler un peu de basket, même si tu n'es plus trop connecté. Aujourd'hui, je t'invite dans mon émission. Pour moi, tu es niveau basket français, The Disruptor par excellence, comme je t'annonce. Parle-nous un petit peu de ton parcours, comment tu as cassé les codes de ce fameux giron fédéral dont je parle, et le pourquoi du comment de ton parcours, la true story. Ben, ça a toujours été basé sur l'envie de progresser, je pense. Les joueurs de basket qui se développent en France n'ont pas énormément d'opportunités une fois qu'ils sortent de leur situation de centre de formation. C'est important de comprendre parce que après le centre de formation en France, donc de 15 à 18, après ton bac, disons,
tu finis le lycée, tu étais en centre de formation dans un club de Pro A ou de Pro B ou je ne sais quoi, tu n'as pas nécessairement une opportunité pour continuer à grandir en tant que personne, tu vois, en tant qu'individu. Et moi, très tôt, j'ai reconnu que pour mon développement personnel en tant qu'individu, il fallait que j'aille aux États-Unis pour faire des études. À la base, c'est ça. À la base, bon, obviously, il y a bien sûr le basket, mais à la base, c'était... Tu vas chercher un diplôme, voilà, tu vas chercher une éducation. Exactement. Est-ce que tu signes un contrat stagiaire/pro pour jouer un 1B à Évreux pour des clopinettes, littéralement à l'époque. Ou tu vas vivre une aventure aux États-Unis où tu vas faire des études, tu vas faire du basket, tu vas découvrir une culture, tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, etc., etc., etc. Donc moi, très vite, j'avais compris que c'était ce genre d'expérience que je voulais, qui m'intéressait. Et j'ai eu l'opportunité d'être invité, après avoir joué avec l'équipe de France, après avoir fait un tournoi à Coblence de qualification pour les moins de 19 ou les moins de 18, équipe de France junior. J'ai été recruté par un scout hollandais, Rob Meurs, qui invitait des joueurs européens à venir jouer au ABCD Camp à Irvine, en Californie. Et c'est parti de là. Une fois que j'ai été invité à ce camp, ma famille s'est débrouillée pour me payer un billet d'avion, je suis parti, et une fois que tu es vu par les coachs universitaires, c'est là que mon aventure américaine a commencé, en fin de compte. Il faut savoir que j'avais encore une année de centre de formation à Évreux à jouer, ma troisième année d'aspirant, et c'est l'année du bac. Donc tout s'est fait là, quoi. Cette année, j'ai été aux États-Unis quand même. Je ne sais pas si tu captes la scène. J'ai été aux États-Unis 2 fois pendant l'année pour visiter les écoles. En pleine saison. Là où ça compte, là où ça joue. Non, je ne sais pas si un truc de ouf. Ça veut dire que, tu sais, in hindsight, ça fait des années de ça déjà, mais avec du recul, tu repenses à cette aventure et tu te dis, mais j'avais quand même j'avais peur de rien ni personne. Mais c'est ça qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Quelque part, je pense. Quelque part, je pense. C'est sûr. Parce que, bon, je ne sais pas si tu te rends compte, t'es dirigeant à Évreux, Didier Salva, Didier, moi je vais aux States là. J'ai 3 visites à faire, je vais à Louisiana State, North Carolina et je reviens dans 3 semaines. Non mais, what? Ils sont pas paramétrés pour comprendre. Pour même comprendre. Qu'est-ce qu'ils racontent, j'ai été, déjà à l'époque, déjà, tu sais que, tu sais d'où on vient, on est un peu banlieusard, on est un peu même très banlieusard. Un peu beaucoup, ouais. On est un peu beaucoup banlieusard, on est un peu, tu sais, grande gueule, on est un peu whatever, mec, on est un peu de la cité. Pas vraiment, moi même pas. Mais c'est notre culture, quelque part. Non, mais c'est la culture. Donc, la culture de la banlieue, elle est spéciale. Voilà. Et t'es en Normandie, t'es à Évreux, t'es en train de dire à ces gens-là que, gars, moi c'est les States, frère. C'est pas mon problème, vos histoires. Mais alors, attends, parce que je me permets de te couper, tac. Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as quand même expliqué que même à Évreux, tu n'y arrives par hasard. C'est pas genre on t'a recruté, c'est tu pars de mémoire en internat. Oui, non, donc ma mère, elle a vu que j'avais rien fait à l'école, donc j'ai redoublé une classe, donc elle a dit non, c'est pas possible, frère. Donc elle m'a balancé en internat à Rouen. Donc à la base c'est pour l'école, c'est punition entre guillemets, t'es pas bon à l'école. Tu peux pas te gérer, t'es un ouf, dégage. Internat à Rouen. Et avec les frères et tout. Non, ah ouais, c'était... Gâteau et tout. C'était tu bougeras plus. Truc sérieux. Ah. Et je joue en UNSS avec l'équipe de l'école. Alors, UNSS, Union, je sais plus quoi, nationale, un truc éclaté, on est bien d'accord. C'est pas... Il n'y a pas de compétition de haut niveau techniquement en UNSS. Il ne se passe rien du tout. UNSS, frère. C'est le Rec Center. Je ne suis même pas en club. Je joue en club à Versailles quand je rentre le week-end. Ouais. Les week-ends quand je rentre, pour les week-ends. Mais sinon, UNSS. Et Didier Salva me voit jouer. Donc Didier Salva, qui était le dirigeant à l'époque, le général manager de l'ALM d'Évreux, me voit jouer dans un tournoi UNSS. Frère. Et c'est de là qu'il me recrute pour aller au centre de formation d'Évreux. C'est-à-dire que concrètement, tu n'es pas envoyé, entre guillemets, au bagne par ta mère, peut-être même tu n'es jamais vu par Évreux. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être. Après, on sait pas. Ouais, grave.
Mais Grave. il y a des probabilités Grave. peut-être que ça... D'ailleurs, il n'y a pas d'autres centres de formation qui m'ont recruté. Donc on est d'accord. Donc peut-être que ça se trouve, cette punition n'arrive pas, le reste n'arrive peut-être pas. Toi-même, tu sais. Donc, c'est incroyable. Donc voilà. Et donc, à Évreux, tu es dans un centre de formation, donc tu t'entraînes, tu vois, une fois, tu vas à l'école, horaire aménagé. Bon, c'est quand même sérieux, c'est du basket. On parle basket, on parle sport. À l'époque, tu as 16 ans, tu vois, c'est sérieux. Mais à 17 ans et demi, tu leur dis, 17 ans et demi, 18 ans, tu leur dis, moi je vais au States, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Ils m'ont pris pour un fou. Donc non seulement ils prennent pour un fou, mais ils prennent pour un arrogant. Ils prennent pour un... Surtout à cette époque. À cette époque, pour eux, c'est impossible. Ça n'existait pas. Tu vas aux States pour faire quoi? Ça n'existait pas. Tu prends pour qui? Le seul qui avait été aux States à l'époque, c'était Yann Bonato, et ça c'est un peu plus tard d'ailleurs. C'était Yann Bonato qui avait été à VCU, Virginia Commonwealth University, et il avait, je crois qu'il avait été là-bas une année, après il est revenu. Quoi. Ou une année ou 2 années. Programme d'échange scolaire, à la limite. Non, VCU c'était pas... mais limite, mais il n'est pas... De fait non, mais je veux dire, il n'est pas resté. Tu sais, il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Donc mon histoire avec le basket français, entre guillemets, commence là. Mais n'oublions pas non plus que quand je suis au centre de formation d'Évreux, c'est Geneviève Guinchard, ancienne internationale féminine française, qui était CTR de la Normandie hier, qui a recommandé à la fédération de me recruter dans cette fameuse équipe de France Junior. C'est-à-dire qu'ils ne t'avaient même pas vu. Ils sont pas calculés. Ouais. Tu es dans un centre de formation de 1B, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Après, tu as les mecs, les autres gars qui sont à Antibes ou qui sont espoirs dans d'autres grands clubs, je ne sais pas moi, Portez, Antibes et tout, blablabla. Et entre les mecs de l'INSEP et tout ça, bon bref, leur équipe, elle est déjà faite, pretty much. Ouais. Et cette dame-là, elle a poussé pour que je me fasse recruter dans cette équipe de France Junior. Donc ils m'ont présélectionné et tout ça, et puis après... Bon. Ben, merci Geneviève déjà. J'ai été si tu nous regardes. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Après, du coup, ça tombe bien, ça ouvre une autre question. C'est... De mon expérience, j'ai toujours vu la France très prudente, limite condescendante vers les États-Unis. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on ne développe pas en France. Toi, tu pars de mémoire aux États-Unis, tu pars en tant que poste 4. Oui, peut-être même, un de size. Tu rentres quelques années plus tard en NBA en poste 2. C'est clair. Donc, non, mais ça, je l'ai dit, ça faisait partie de mon plan. Une des raisons aussi pour laquelle j'ai décidé de partir aux États-Unis, c'est pour apprendre à jouer. Je veux dire, avec du recul, tu es dans un centre de formation et tu dis, parce que moi, quand je parlais, ça finissait dans Mondial Basket ou dans 5 majeurs. C'est des choses qui sont documentées. Ouais. Quand tu dis, ici, je n'apprends pas à jouer au basket, j'ai besoin d'aller apprendre à jouer au basket. Parce que c'est pas normal. Je vois Magic Johnson, il est 6'9", il fait 2m5 et il est meneur de jeu. Et moi, je fais 1m98 et je joue à l'intérieur et je prends des rebonds. Et ça n'a pas de sens. J'ai besoin d'apprendre à jouer. Tu vois ? Tu dis ça sans aucune... Bon, de toute façon, à l'époque, j'avais pas vraiment de... Le politiquement correct, c'était pas mon problème. J'avais envie de vivre quelque chose de spécial. Et donc ça, je l'ai dit clairement et nettement. Mais ça, ce sont des histoires qui datent. Tu sais, c'est vraiment des choses qui datent. Mais quand tu es le premier, en général, comme disent les Américains, à think outside the box, à réfléchir de manière un peu plus différente, c'est sûr que tu ne vas pas faire plaisir aux gens. Ah non, tu déranges, c'est clair. Et puis non plus, je ne leur ai pas dit, ouais, ce que vous faites, c'est great. Non, ce que vous faites, c'est de la dope. Moi, j'ai besoin d'apprendre à dribbler main gauche, shooter, je ne sais pas le faire. Donc, de toute façon, vous n'allez pas m'apprendre à le faire. Donc, pourquoi tu vas me mettre sur mon chemin et m'empêcher de passer si tu n'as aucun intérêt à ce que j'aille là-bas de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, laisse-moi tranquille. Non, mais tu es tellement disruptif dans le parcours que, déjà, quand on regarde le départ, tu arrives à Évreux par le biais de l'UNSS. Déjà, disruptif. Tu arrives en équipe de France par le biais d'un contact extérieur, encore disruptif. Tu arrives en NBA en étant ancien poste 4, tu arrives à la fac comme ça et tu te transformes. Donc c'est que de... Est-ce que tu penses, en fait ma question c'est, est-ce que tu penses qu'on est NAIT avec cet état d'esprit disruptif, de casser les codes, est-ce que c'est une personnalité innée ou est-ce que c'est un truc qu'on cultive, qu'on apprend? Tu as eu un modèle, tu as eu une inspiration? Non, je sais pas. Enfin, ma mère jouait au basket. J'ai grandi dans le basket. C'est pas un monde qui m'est étranger. Tu vois, je connais, je sais ce que c'est que le basket.
le monde du basket. Mais j'ai toujours eu le désir de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai jamais été... Non, ma mère, elle était pas... Elle a une grande gueule, mais pas normale, bien. Mon père, pareil, bien, des gens bien. Mais pas des gens qui se laissent marcher dessus, pas des gens qui se laissent marcher sur les pieds. Des parents, une famille qui m'ont inculqué des valeurs très tôt, de dire, gars... Moi, c'est ça que je veux et ça, je veux pas. Il faut aller chercher ce que tu veux aller chercher. Et voilà, et l'histoire est là. Le reste, bon après, quand tu es aux États-Unis et tu es à l'université, j'ai été à Michigan d'abord. Ensuite, j'ai transféré, je me suis fait opérer du genou. Tu sais, il y a eu plein de... C'est pas un chemin simple, c'est pas un fleuve tranquille, c'est plein de challenges, c'est plein de hauts, de bas, il faut s'accrocher, etc., etc. Il y a des gens qui ont aidé, il y a des gens qui n'ont pas aidé. Bref, c'est pas évident comme expérience. C'est ce qui rend l'histoire plus belle au final. Non seulement ça, mais c'est comme ça aussi que tu te forges pour le next level, pour le haut niveau quelque part. Parce que tu as été testé et tu as réussi à bosser et à traverser les épreuves pour pouvoir continuer et puis et passer à un niveau supérieur. Tu parlais de tennis tout à l'heure et tes enfants, du coup. Est-ce que ça, c'est des valeurs que tu leur inculques même si tu n'as peut-être pas l'aspect, j'ai envie de te dire, la connaissance ou l'expertise technique du sport, tu as forcément l'expertise mentale. Oui. Et ça, c'est des choses que tu transmets à tes enfants ou du moins aux gamins. Obligatoirement, à tous les gamins, que ce soit dans le basket, que ce soit au tennis. J'avais un programme de basket, j'ai coaché des filles, on a aidé des gamines à monter, à arriver à certains niveaux, etc., etc. Mais ça, ce sont des valeurs qui sont intrinsèques au sport de haut niveau, et même qui sont intrinsèques à la réussite dans la vie. Il va falloir bosser, personne ne va rien te donner, il va falloir aller le chercher. Les valeurs du sport, elles se transposent dans la vie de Oui, carrément. Alors à l'époque où tu es drafté, c'est historique. Sans manquer de respect à J.C. Lefebvre, je crois que c'est Jean-Claude ou Jean-Christophe, je ne sais même plus, qui est drafté en 64e choix au 9e tour en 1960. Je ne manque pas de respect. Mais toi, tu es non seulement drafté au premier tour, et du coup, tu es le plus haut joueur français drafté à l'époque, donc 11e choix. Tu es le premier à fouler les parquets NBA en venant de la banlieue parisienne, parce qu'on n'est pas beaucoup en fait des Parisiens en NBA quand tu regardes le nom, mais sérieusement. Il y a toi, il y a eu qui Fournier du 94 et Wembanyama. Tout le reste, c'est des provinciaux. Nous, les Parisiens, on a de la grande gueule, on se truc, machin, truc, Paris. Mais au final, t'es le premier déjà dans tous ces trucs-là, tous ces domaines-là. Et tu domines à tel point que tu signes un contrat NBA à l'époque où on pensait encore tous que c'était impossible de faire ça. C'était déjà de mettre un pied là-bas, mais alors après, signer un contrat, un truc, c'est sacrément disruptif quand même. Tu sais, quand tu... Il y a une chose que j'aurais jamais dû faire, à la rigueur. C'est une question que je me pose, c'est une question qu'on me pose dans ma famille, les membres de ma famille et tout. Ils m'ont demandé, mais pourquoi tu es revenu en France? Pourquoi tu as été joué? Pourquoi tu as été joué avec l'équipe de France? Attends, on va y venir. On va y venir. Non, c'est pour te dire à quel point mon aventure ici aux États-Unis était tellement déconnectée du réel, entre guillemets, à l'époque, que et ma femme me l'a dit ça, elle me dit, mais t'aurais jamais dû, t'aurais dû rester là-bas. T'as rien à faire ici. T'avais rien à faire en France. Là, c'est déconnecté. Ton aventure n'avait rien à voir avec... Les gens ne peuvent même pas comprendre ce que tu as vécu. Ils peuvent même pas comprendre. Parce que ma femme, pareil, elle a fait ses études aux États-Unis à Zoa. Ouais. Je l'ai rencontrée en France, mais elle vivait aux États-Unis. Donc, il y a cette idée de dire qu'on est des expats. On était vraiment des expatriés à l'époque, et on est toujours des expatriés aujourd'hui. Et on a fait notre vie avec une mentalité bien spécifique. Parce qu'il faut une mentalité bien spécifique pour arriver dans ce pays et prendre le lunch de quelqu'un. Take someone's lunch. Surtout ici. Tu comprends ce que je veux dire? Le pays des capitalistes, voilà. Là, les mecs qui se battent. Pour venir aux States et prendre la bourse de quelqu'un, prendre la place, le spot de quelqu'un, transférer, prendre le spot de quelqu'un d'autre, prendre le diplôme de quelqu'un. Parce que tout ça, si toi, tu ne l'as pas pris, il l'aurait donné à quelqu'un d'autre. Un jeune Américain aurait eu cette opportunité. Et je ne dis pas qu'il y a des opportunités aux États-Unis, mais il faut les saisir. Okay? Et être drafté
Quand je parle à mes gars, j'appelle mes friends la veille, tu sais que je dis, mes gars, je suis à Chicago là. I'm getting drafted tomorrow. Like, ce que j'ai fait au Chicago Pre-Draft Camp là, les combines, ce qu'ils appellent les combines, qui sont toujours à Chicago d'ailleurs. Ouais, toujours là, ouais. Quand j'appelle mes parents ou j'appelle mes gars pour leur dire, ouais, non, mais moi je vais être un first rounder, je vais être un... Mais, ils rigolent sur toi. Et ils rigolent sur toi. Arrête de dire... Qu'est-ce qu'ils racontent? Arrête de dire n'importe quoi, frère. Non, mais j'ai workout avec telle équipe. Eux, ils m'ont dit, ils me prennent en 15e position si je descends jusqu'à la 15e position. Ou la 22e. Dans leur tête, Atlanta me dit, les Hawks me disent, si tu ne vas pas à Chicago, on te prend à la telle place. Ils sont dans le premier tour à la 22e. T'avais des garanties. Faut revoir ça historiquement. Mais quand tu entends ça, tu vois, t'appelles tes... Tu sors du meeting, il y a des années t'appelles les gens, tu dis, mais pour les gens de comprendre ça. Mais moi, je suis un first rounder. Ouais, de quoi vous parlez? Je suis un first rounder, là. Je suis même pas encore à Chicago, je suis déjà un first rounder. Ta mère, t'es mignon. Calme-toi. Donc tu vas à Chicago, tu défonces Chicago. Les gars ne te connaissaient pas. N'ayons pas peur des mots, tu défonces Chicago. Tu les as défoncés. Les gars, après, ils disent, le mec fait un article, il dit, le mec, il dit, non, je tiens à m'excuser. Chaque année que je m'excuse, parce qu'il y a 2 joueurs que j'ai ratés. Et t'es dans cet article, où il s'excuse auprès des 2 joueurs, toi et un autre gars. Ces 2 joueurs sont des joueurs du first round. Toi, tu lis l'article. Je suis avec mon pote Keith, on est à Chicago dans un restaurant en train de tu sais, limite pleurer, de chanter, on sait même pas. Jubilé. Le truc c'est officiel. Ah, c'est un truc de fou. C'est officiel. Et tu repenses à tous les gens que tu as rencontrés dans le basket français hier, parce que à la rigueur, tu sais, tu as évolué en centre de formation, tu as joué en équipe de France junior, tu as joué en équipe de France whatever, moins de 19, whatever, tu as été invité. J'ai fait un match avec l'équipe de France à Prime, je crois, ou des moins de 22, ou je ne sais plus quoi, dans la région parisienne, alors que j'étais encore à l'université, tu te fais bouer, Je dis, mais frère, mais these people là, mad. Comment est-ce que je suis là aux States et je vais vivre la plus belle expérience de ma vie au niveau sportif, et tout ce que j'ai en tête, c'est de me dire, mais Joe, c'est les gens que, tu sais, ce monde avec des bâtons dans les roues, tu sais, des bâtons dans les roues, des embûches dans tous les virages. Ouais, c'est comme sortir vainqueur d'une défaite, quoi. C'est incroyable. T'es mort dans le film. Incroyable. Donc, quand je passe le cap, et là je te parle même pas de jouer, je te parle juste du cap d'être drafté déjà. Oh. Ouais, faut pas. Non, parce que tu as vu les choses de manière différente. Bien sûr. Tu comprends? Tu as été coaché par des vrais gars. Coach universitaire ici à San Jose State, des vrais gars, coach McClintock, coach Stan Morrison. Tu sais, tu as vu des choses, tu as vécu des choses qu'un petit Français, qu'une personne qui joue dans le basket français à l'époque ne peut pas comprendre. Ouais, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas, on n'est pas structuré pareil en France, et encore moins à l'époque. On parle d'association sportive. Qui dit association, dit bénévoles, dit gens qui n'ont pas d'expertise ou qui ne sont pas professionnels d'un domaine, qui viennent mettre la main à la pâte par gentillesse, mais qui n'ont peut-être pas les compétences. Ouais, mais attention, parce que le talent est là. Le talent chez les joueurs. Mais est là. L'encadrement, non, ça sert. Approximatif. Mais elle était là, la déconnexion. Parce que nous, n'oublions pas, quand je suis drafté first round, Alain, il est drafté second round. N'oublie jamais ça. C'est la même année. Ouais. N'oublie jamais ça. Exactement. Et Alain, il a un cursus français. Ok. Donc ça veut dire que, bon, c'est Lasvel, il n'a pas fait l'INSEP, lui, il était à Lasvel, c'est un gars de Lyon, tout ça, machin. Il a, right? But still, il a croisé des gens, il y a des gens basket en France. Right? Il y a des gens basket et il y a du talent. On ne va pas dire l'inverse. Donc il a croisé des gens qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné, qui l'ont poussé. Mais il y a une telle déconnexion. Et c'est tellement rare que, à l'époque du moins, c'était tellement rare que des joueurs comme Alain Digbe sortent. Right? Que mon aventure
était complètement hors norme, si tu veux. Complètement hors norme. Mais ensuite, ça, c'est quand tu te retournes et tu regardes le passé. Mais ensuite, quand tu vois ce qui s'est passé derrière, eh ben, les joueurs français sont partis de clubs, t'en as qui sont partis, tu vois. Ils sont arrivés à un très haut niveau par différents biais. Donc, il y a une telle déconnexion entre mon expérience, ce que moi j'ai vécu quand j'ai été aux États-Unis et j'ai réussi à aller en NBA, j'ai fait le cursus universitaire, blablabla, avec ce qui se passe en France à l'époque, qu'à la base, il y a déjà une incompréhension. Mais comme je te disais un peu plus tôt, il ne faut pas oublier quand même qu'Alain Digbeu a été drafté dans la même draft. Même si, certes, c'était au second tour, mais ça prouve deux choses. D'une part, il y a du talent en France, et d'autre part, il y a des endroits où il y a des coachs et il y a des gens qui veulent faire monter ce talent. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Honnêtement, c'est pas ce que j'ai vécu. Mais je pense que c'est parce que 98% des joueurs ont vécu. C'est ça. Donc il est là le problème. Quelque part, c'est deux cheminements, moi et Alain, c'est deux cheminements complètement différents, mais complètement étrangers à ce qui se fait dans le basket français. Ouais, parce que même Alain fait partie des exceptions. Exactement. Malgré tout, à qui on aura fait confiance dans le canal de la France. Exactement. Parce qu'il y en a plein, les gamins de France qui ont du talent, mais qu'on continue de pas exploiter de nos jours. Et que si t'es pas un Nidikina, un Kylian Hayes, un Batum, les exceptions qui sont passées par là, nombre de mecs qui se viandent aussi en étant restés en France. C'est vrai. Et tu vois, moi, c'est important pour moi de te poser cette question. Toi, tu vois ce talent, tu l'as vu à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du talent français ? Non, j'imagine, je ne connais pas le talent français parce que je ne suis pas sur le terrain. Mais j'imagine que le talent français est le même, si ce n'est mieux. Je pense que les gamins aujourd'hui sont encore meilleurs que ce que nous, on était à l'époque. Ouais. Puisque de toute façon, le basket a progressé, de toute façon, quoi qu'il arrive. Maintenant, maintenant, la question qu'il faut se poser, du côté des garçons comme du côté des filles, c'est est-ce que les talents français sont mis dans des situations où leur bien-être, leur expérience de vie est mise en avant? La question est là. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es une fille qui joue à whatever, tu as joué en centre de formation et tu vas te finir en N2 pour 1200 € par mois avec un job à la mairie. Tu ne peux pas me dire que ça, c'est une vraie expérience de vie. Bah non, mais justement, on est bien d'accord. Le problème, c'est que beaucoup de clubs français, leur mode opératoire, si je puis dire, c'est de te vendre le double projet. Ils aiment bien ce mot-là. Ouais. On a un double projet, études et sportif. Mais réellement, il est sportif, le projet. Et en plus, il est bancal. Parce que si tu as la chance de faire partie de l'élite, ou d'avoir un seul coach qui va croire en toi et te mettre en avant, sportivement, tu peux prendre le wagon. Mais si tu n'es pas déjà assez bon après pour intégrer les pros et rester en pro, tu vas être laissé pour con. Mais surtout, derrière, scolairement, tu n'auras rien. Et il est là, le crime. Tu n'auras plus rien. Tu es déscolarisé. Tu ne vas jamais faire assez d'oseille durant ta carrière en France à des niveaux mineurs où, au final, il n'y a pas d'argent réellement pour être à l'abri pour le restant de tes jours. Et à 35, 37, peu importe, quand tu arrêtes de jouer, tu as quoi ? Exactement. Et ça, je l'ai compris très tôt. Ouais, mais ça, moi, je l'ai compris à 17 ans et demi, ça, je l'avais compris. C'était déjà intégré. C'était déjà intégré dans mon modus operandi. C'était intégré. There is no way. Dans ma tête, c'était, non, frère, si je reste là, je vais me finir comment ? Ouais. Donc, imagine le nombre de talents chez les garçons et chez les filles qui vivent cette expérience. C'est criminel. Alors que... Mais elle est majoritaire. Oui, c'est ça. Et c'est criminel. Pour moi, c'est grandement majoritaire. Parce qu'ici, il y a des opportunités. Aux États-Unis, il y a des opportunités. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être facile. Parce que, ouais, t'arrives, tu dis que les gamins, il faut qu'ils aillent aux States. Mais, ouais, lui, tel, ça s'est pas super mal passé. Oui, c'est sûr. Il y a des situations où ça peut être compliqué, où ça peut être difficile. Mais la réalité, c'est que sortir des États-Unis avec un diplôme, une expérience de vie incroyable, de 18 à 22 ans, pour moi, c'est la chose la plus importante qui soit, surtout si tu as le talent pour le faire. Et tu es un jeune Français ou une jeune Française qui a le talent basket pour pouvoir avoir l'opportunité de vivre une telle expérience. C'est quelque chose qu'ils ne doivent pas rater. Tu viens de dire un truc en fait qui m'a fait
tout de suite, qui light a bulb, comme on dit, t'allumer la lumière. Tu sais, c'est vrai que les Français aiment à dire, quand je dis les Français, je parle des instances fédérales, évidemment, ils veulent garder leur talent, ils aiment à dire, tu vas aux États-Unis, tu vas te viander. Ça marche pas, ces trucs, ces machins. Alors déjà, une fois de plus, pour revenir sur ce que tu disais, si on prenait une statistique de tous ceux qui n'y arrivent pas en France, je pense qu'elle est bien plus majoritaire que celle des États-Unis, parce qu'au moins aux États-Unis, comme tu dis, tu peux, bien évidemment, tu ne vas pas forcément arriver en NBA. Mais de la même manière que tu n'arriveras pas forcément en NBA en restant en Europe ou ailleurs. Par contre, ce diplôme dont tu parles, moi, je me suis amusé à faire une petite liste de réussites, entre guillemets. Vas-y. Je suis curieux. Entre guillemets, de mecs ma curiosité. Qui sont partis de France, étant des joueurs lambda, voire méconnus, à quelques exceptions près, certains mecs avaient fait un peu d'équipe de France comme toi. Ouais. Tu veux l'entendre? Vas-y. J'ai mis 27 noms là, qui me sont venus vraiment 27 comme ça. 27, 10 réussites. Hein. Ouais. Tariq Abdelouad. Bon, j'ai mis Jérôme Moïse dedans. Ouais. Ronny Turiaf. Joachim Noah, qui était juste inconnu au bataillon à l'époque, à Levallois, il n'avait même pas vu. Mais il était... Kylian Tilly, Karim Souchu, Michel Morandet, avec qui on n'a pas signé un contrat pro à Levallois à l'époque. Donc il a dû partir par dépit en prep school. Yacouba Diawara, Lucas Vebob, Guillaume Yongo, William Grady, pareil, qui part d'Evreux à l'époque où il valait pas grand chose. Il a réussi à faire une carrière quand même en jouant en équipe de France. Il y a eu des gros contrats en proie. Pape Badian, Moussa Badian, Yohan Sangaré, Mohamed Koné, Ali Traoré, Aman Bey, qui est actuellement international, Banjassi, Willy Yeguete, et récemment Kevin Franceschi, Sylvain Francisco, Joël Aïe, Jalen Horde qui quitte l'INSEP. Tu vois, à l'époque, petit joueur de Montpellier, INSEP, il ne reste pas à l'INSEP, il s'en va pour venir à la fac. Ça, ces mecs sont venus à la fac. Clarence Nadolny, qui était à Texas Tech, quand même, alors qu'il était en cadet région à Levallois dans la 3e équipe. Moussa Diabaté, Madi Traoré, Yohan Traoré pour l'instant. Voilà, ça c'est des francs. Et j'ai même mis d'autres francophones. Pour aller plus loin, j'ai mis Nikola Vucevic, qui était à Stone Ridge dans une petite prep school. Il est né je crois en Suisse ou en Belgique, parce que son père était pro là-bas, il était au Monténégro. Enfin, le mec que personne ne connaissait, limite soft et tout. Et sorti des prep school, il a fallu quasiment, c'est mon ami qui le coachait, quasiment supplier Tim Floyd à USC pour le récupérer. Et au final, il est 17e choix de la draft, 3 ans plus tard. Sergi Baka, qui était à Prissé-Mâcon en National 2 à 17 ans sur les bancs d'une N2 4e division française. Personne ne l'a vu. Il était devant leurs yeux. Des criminels. Il est parti un été avec le Congo jouer l'équipe l'Afro-Basket U17. Ce sont des criminels. Mais 2 ans après, il est en NBA, le mec. Et je ne veux pas parler des Camerounais, Joel Embiid et Pascal Siakam, parce qu'ils sont passés par la France. Mais je veux dire, c'est le fait de venir aux States en high school qui les a sublimés, ces mecs-là. Donc je veux dire, bien évidemment, on n'ira pas tous en NBA. Non, bien sûr. Mais moi, j'aimerais que cette liste de 27 soit une liste de 50, 60. Mais elle est sûrement. Là, non, je t'ai dit. Non, oui. Bon, il y a plein de gamins qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Mais moi, je crois en ce chemin. Franchement, bon, moi, j'y crois parce que je l'ai fait. Ouais. Mais je ne suis pas le seul, apparemment. Et par contre, j'ai pas fait la liste de tous les mecs qui n'y arrivent pas en restant dans les centres de formation avec des contrats aspirants stagiaires. Ah non, mais cette liste est bien plus longue. Ou les mecs qui sortent de l'INSEP, devrais-je dire le Pôle France Basketball, le PFBB, qui est le sacro-saint graal du basket français. J'allais faire le signe de croix. J'allais faire le signe de croix. Avec tout ce que ça comporte comme infrastructure NEC plus ultra, des garanties en équipe de France jeune, des diététiciens, tout est programmé pour le NEC plus ultra, mais bizarrement tu sors de là, tu retournes en espoir. C'est compliqué. Ça joue en rien. Imagine, des gamins comme ça auraient largement leur place dans une école comme San Jose State, qui vient de gagner 21 matchs dans la Mountain West. No question. Right? No question. Avec un coach qui était à Nebraska. T'as vu comment des moving right. Ils sont they onto something. Ils sont en train de transformer un truc. Ils ont compris un truc. Et ces gamins-là, des opportunités comme ça peuvent littéralement changer leur vie. Et là, je te parle pas de NBA, je te parle juste au niveau. Tu as vu le campus, tu as vu le cas te changer ta vie. Que tu peux te faire, ne serait-ce que dans... Tu vas en fac. Comme tu dis, une petite fac, modeste fac, ce que tu veux. Je peux aller chez St. Peter's, Monmouth, les petites low majors.
Quand tu sors de là avec un degree, déjà c'est un degree qui sera de bien plus haut niveau que si tu vas à la fac à Paris 8, Saint-Denis ou Paris 12 Créteil. Déjà, on va pas se mentir, ça vaut rien. À côté de ça, le carnet d'adresse, le réseau que tu te fais. Ouais. Mais la majorité d'entre eux, game changer. Réfléchis à ce que je te dis. Tu sais que la majorité beaucoup d'entre eux restent aux États-Unis. Se marient, trouvent des jobs. Ils restent là. Tu vas faire quoi en France? Non, mais tu vas dans une petite fac où tu as un staff avec 25 personnes, des infrastructures de haut niveau, des stades de 20 000 personnes. Tu vas aller jouer où? Sauf le respect que j'ai pour eux, à la Chorale de Roanne, à l'Hermine de Nantes, à la S de Voltaire. Tu te blesses, tu vas toi-même avec ta carte vitale chez le docteur. Non mais tu vois ce que je veux dire, tu prends le bus 8 heures pour aller à Hier-Toulon, tu sais, il y a des trous. Non mais tu comprends ou pas ça que... Non mais c'est-à-dire que les mecs, alors on peut dire qu'ils sont spoil, mais ils ont été habitués à un tel niveau de qualité de service, de qualité de compétition, de qualité d'infrastructure. Frère, c'est comme si tu compares Netflix, Hollywood et AB Productions. Ouais. La plaine Saint-Denis. C'est pas le même sport. Hollywood. C'est pas le même sport. Mais au moins, je suis content, on est deux. Ah non, je croyais que j'étais seul. Écoute, là-dessus, you preach into the choir. Moi, je ne dis pas que tout est rose aux États-Unis. Non, bien sûr que non, bien sûr. Mais si on parle du sport et de former un sportif avec tout ce que ça comporte, hein, au-delà de juste l'aspect technique, le cœur, l'intensité, apprendre à jouer dur, valoriser l'athlète, tu sais, sur un campus ici, bah, tu le sais bien mieux que moi évidemment, tu joues, tu as un support system, people love you, les profs, les trucs, les machins, tu sais, t'es valorisé. C'est une expérience qui peut changer ta vie. C'est aussi simple que ça. Moi, je sais que ça a changé la mienne. Tu comprends, c'est pas la NBA qui a changé ma vie. C'est de venir au States. C'est être dans ce vestiaire. Parce que j'étais à Michigan first. J'étais d'abord à Michigan, dans une école qui est bien plus grande que celle-là. Et je me suis rendu compte que c'était pas un environnement pour moi. Parce que j'avais besoin justement de cette chaleur, de quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus petit, un peu plus intime. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Bon, je fais pas de la pub pour ce programme en particulier, parce qu'il y a plein d'écoles comme ça. Bien sûr. Mais c'était une vraie expérience humaine. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite pour tous les jeunes Français qui font du sport, enfin qui font du basket, qui font du... Tu vois, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, qu'ils réussissent à trouver de telles opportunités. Si on reste sur le thème de la formation française, on a le sentiment que la priorité de beaucoup, c'est d'intégrer l'INSEP, même si c'est de moins en moins le cas, mais il y a encore une majorité, on va dire, qui est sensible à ce que propose, ce qu'a à offrir l'INSEP. Et puis les centres de formation à côté qui, on va dire, pas qui récupèrent les seconds couteaux, parce que d'un point de vue effectif, c'est pas le cas. Mais aux âges de recrutement, on va dire que c'est pas ceux qui sont forcément le plus en vue qui atterrissent sur les centres de formation. Et tu vois, moi j'ai le sentiment que je sais pas si en termes de formation pure, on est bon, une fois de plus, pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, ou si est-ce qu'on ne bénéficie pas tout simplement d'une immigration exceptionnelle. Mark Spears est en train d'écrire un article là-dessus d'ailleurs. Il m'a posé 3-4 questions sur ce sujet en particulier. 100%. De quoi on parle? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que rentrer dans un pôle ou à l'INSEP, si tu regardes les détections, les journées de sélection et les mecs qui sont sélectionnés, je ne suis pas convaincu que ce soit toujours les meilleurs joueurs. C'est souvent les meilleurs prospects ou les meilleurs gabarits physiques. Non, donc, déjà, diaspora afro. Okay. Africain entier. Afrique entier. Okay. Bon, ça, c'est une exception du sport français. En Europe, ça veut dire que quand tu vas jouer contre l'Italie et dans n'importe quel pays, dans n'importe quel sport, il y a quelques pays européens qui ont cette exception culturelle, mais la France est un des pays en Europe qui a cette exception culturelle où elle est extrêmement marquée. Okay, et c'est pas seulement le basket.
Okay, le foot, l'escrime, le judo, le karaté, le you name it. Maintenant, même le swimming, il y a des trucs, tu te dis, wow, il y a des Guyanais qui nagent, il y a des... What's going on? Right? Donc, il y a cette exception culturelle, okay, qui est due à l'histoire, etc., etc. Il y a... Donc je vais te rejoindre sur 2 points. Sur ce premier point et sur le second point, qui est de dire que l'INSEP forme les joueurs de manière exceptionnelle parce qu'ils s'entraînent 2 fois par jour. 2 a days. Alors moi, je vais te corriger. Attends. Exceptionnel, je n'ai pas dit dans la qualité ou dans... Mais je te dis, de toute façon, their frequency is higher. Ouais. Hein, ils s'entraînent plus que les autres. Et leurs moyens sont... Voilà. Ouais. Les gens sont là pour ça. C'est leur job. Tu as des coachs qui sont dédiés à ce job. Ils mettent, selon eux, les meilleurs joueurs, hein, à la même époque, au même moment, right, d'une génération bien spécifique, et ils s'entraînent plus que les autres. Mais moi, si je te raconte l'histoire que j'ai vécue avec l'équipe d'Île-de-France, ok, équipe minime Île-de-France, ouais, avec des rebeux et des renois, hein, et des gitans, ouais, et des Yougos, et des... Non, mais je te balance les noms si tu veux. Et Ivano Ballarini, qui est toujours là d'ailleurs, Ivano, on te passe le bonjour frère, une légende. Ivano Ballarini décide que son équipe minime d'Île-de-France va aller faire un match de préparation contre l'équipe de France, à l'INSEP. Donc les U15, parce que maintenant il faut dire U15. Je sais même, je m'en fous. Je m'en fous ce qu'il faut dire. Ouais. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'arrive dans un gymnase et je vois des mecs de 2 mètres avec des poils, des barbes. Il n'y a pas un Renoir. Il n'y a pas un Renoir dans l'équipe à l'époque. Que des babes tout. Ah oui. On understand each other. Ouais. Des Caveliers, des Mériguet, des Braun, des mecs, des noms comme ça. Des mecs qui sont pas de la région parisienne, des gars de la... des gars de la campagne, frère. Ouais. Mais ça fait partie de la France. J'ai pas dit que ça faisait pas partie de la France. Mais moi, le basket, pour moi, c'est un sport de Renoir. C'est un sport de... Je joue au basket, je vais à Clignancourt, je vais on va à Porte d'Orléans, on joue dehors dans le playground. Pour moi, le basket, c'est pas... je connais pas ce basket-là. Je connais pas ces trucs. Donc j'arrive dans ce match-là, et on se prend 50 points. 50 points, frère. Les mecs, ils chutent à 3. On peut même pas chuter à 3 points, nous, on sait même pas c'est quoi de chuter à 3 points. Les mecs, ils chutent à 3, ils sont poilus et barbus, mec. C'est des poilus, c'est des barbus, et ils chutent à 3. Yeah? Ils nous mettent 50 points dans la gueule. Moi et David Lesmond, hein? Moi je suis 74, David Lesmond il était 75. On est dans le RER, on rentre. Je dis frère, ça va être compliqué, frère. Est-ce que le basket c'est pour nous? Ah ouais, au point où ça vous a limite est-ce que le basket c'est pour nous? Ouais. Parce que même Kamel Gouari, qui joue à Plaisir, là, qui est le meilleur joueur de l'équipe, il peut même pas... T'es où, frère? Même toi, t'as même pas avec Aymar 2 points, 3 points, rien. T'es nulle part. On est en train de se faire chicoter dans tous les secteurs. Ouais. On est en train de se poser vraiment la question à savoir, est-ce que le basket, c'est pour nous, frère? Parce que nous, on est les meilleurs joueurs d'Île-de-France, mais si ça, ce sont les meilleurs joueurs de France, on est dans les problèmes. Tu vois la scène? Parce qu'à l'époque, toi, tu me parles d'un INSEP. Maintenant, est-ce qu'ils recrutent les bons... À l'époque, ils ne recrutaient pas les bons joueurs. Ils n'avaient aucune idée qu'un jeune black d'1m89, right, qui avait une maturité retardée, entre guillemets, qui allait être physiquement prêt à l'âge de 18-19 ans, eux, ils allaient recruter le mec de Pau Orthez, qui était déjà un adulte. C'était un bonhomme, c'était un adulte. Mais il n'avait plus de marge de progression. C'était un adulte. Je sais pas si tu te rends compte, à l'INSEP, c'était ça à l'époque. C'était même pas, il y avait peut-être le fils de, tu vois, le fils d'un pro, d'un quinf, originaire quinf, comme ça, par-ci, par-là. Mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais alors attention, Tariq, parce que comme tu as dit tout à l'heure, t'es déconnecté du basket aujourd'hui français. L'INSEP aujourd'hui, et plein de gamins rentrent à l'INSEP avec de la grinta, du cœur, du truc, du potentiel, et ils en ressortent complètement éteints. Pourquoi? Parce que tu arrives dans ce giron où on te dit, ici, vous êtes tous les meilleurs, en gros, de France, vous êtes tous en équipe de France, en gros, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, et ben ça crée juste une culture de
l'égalité, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de méritocratie, et puis surtout, on t'apprend à perdre, parce que tu perds tous les week-ends en disant c'est pas grave. Ouais, pour moi, ça, je connais pas cette culture. Ce que je sais, si tu veux me parler d'INSEP, ce que je sais, c'est que, d'une part, déjà, c'était pas l'environnement pour moi. Ma mère m'a dit, ouais, ils ont voulu te prendre, mais j'ai pas voulu que tu y ailles. C'est l'histoire, maman me sait. C'est ce que ma mère a dit. Donc elle a été... Je sais pas si c'est... I believe maman. Mais je sais pas si c'est... Je sais pas jusqu'à quel point, tu vois. C'est vrai dans le sens où... Quel était vraiment leur désir d'avoir un joueur comme moi. J'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est que je n'aime pas... Je suis pas fan de la mentalité, quoi qu'il arrive. Je suis pas fan de ce genre de mentalité, quoi qu'il arrive. Je sais pas ce qu'ils font dans l'INSEP, j'ai pas été. Mais je ne suis pas nécessairement fan de cette mentalité. Entre guillemets, élitiste. Je ne dis pas que ce sont des élitistes, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une mentalité élitiste quand tu es soi-disant en train de travailler avec les meilleurs joueurs de leur génération. Année après année, après année, après année, après année. Alors après, ce serait intéressant de faire une étude pour voir qui sont sortis de là, qui est sorti de là, qui a réussi à aller au plus haut niveau, etc., comparé aux autres, etc., etc. Tu sais ce que je constate ? Je constate dans les équipes de France jeunes, depuis un bon moment déjà, que les mecs qui ne sont pas à l'INSEP sont souvent les plus performants. Ah, ok. Kylian Hayes, Nelly Kina à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie justement de ces mecs des centres de formation. On a Rizaché actuellement là chez les U19, qui sont, on va dire, celui ou les deux jeunes mis en avant de leur équipe, qui sont déjà un peu chez les pros, donc qui sont mis en avant. Oui, tu t'entraînes, n'oublie pas. Mais au niveau... pas, dans un centre de formation, si tu n'es pas à l'INSEP, tu t'entraînes déjà, si tu es avec des pros. Tu t'entraînes déjà avec des pros. Et au niveau de ton statut... On faisait 2 entraînements par soir. Oui, mais au niveau de ton statut, quand tu vas jouer chez l'U18, dans ta classe d'âge, tu arrives gonflé à bloc. Parce que tu as un peu un statut de star dans ton truc. Ouais, je alors qu'à l'INSEP, on vous casse à vous dire que vous êtes tous les mêmes, vous avez tous le même niveau, il n'y a pas de favoritisme ici, il n'y a pas de meilleur que l'autre. Mais quel est l'objectif de l'INSEP ? Aujourd'hui, quel est l'objectif de l'INSEP ? L'objectif de départ, je pense que c'est de former. D'accord, mais pour l'équipe de France, right ? Entre guillemets. Mais là, maintenant, on n'est plus dans les équipes de France. C'est peut-être pour la NBA, c'est peut-être... Quelle est leur image politique du basket français ? C'est quoi le basket français est un basket qui a une expertise et qui peut former des joueurs jusqu'au plus haut niveau mondial ? Est-ce que c'est ça ? Je ne pense pas. Comme les baskets... Alors, peut-être qu'eux te diront oui, en même temps, je ne suis pas membre de l'INSEP, peut-être qu'ils te diront oui, mais quand tu regardes les résultats, tu sors de l'INSEP, souvent, 90% du temps, tu repars jouer en espoir. On t'a fait 2 voire 3 ans en N1, face à quand même des adultes. Quand tu as 15-16 ans, que tu joues contre des mecs de N1, c'est la 3e division, tu as quand même des adultes, certains anciens pros ou quoi, pour aller refaire, tu sors de là, tu vas jouer en espoir. Certains passent pro, d'autres vont à la fac, mais struggle aussi, on a vu pas mal de mecs. Mais pourquoi ? Parce que de la même manière qu'ils sont intéressés à l'INSEP, parce que le branding, les infrastructures, les dotations de Jordan Brand, alors c'est beau, et puis ça flatte l'ego des parents, des joueurs, je suis à l'INSEP. Et ben, ceux qui vont pas en centre de formation, après ils partent à la fac, mais ils font le même choix. Ils vont aller ils vont chercher le blé, ils vont chercher le blé. Machin, et ils vont pas rester là-bas longtemps. Ils peuvent pas rester là-bas longtemps. Puisque de toute façon, un jeune Français qui va dans une des universités bling, derrière le coach qui l'a recruté, le programme qui l'a recruté, il n'y a pas une pipeline derrière. Tu comprends ? Donc ils vont toujours mettre en avant un jeune Américain qui derrière a son cousin qui joue en high school. Ou alors le coach, tu vois, du AAU programme, il y a d'autres joueurs dans cette pipeline qui doivent arriver derrière. Lui, c'est plus une anomalie, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas 5 mecs de l'INSEP qui attendent de rentrer à Arizona, du film. Right? Donc, à niveau égal, le temps de jeu, il va être donné à celui-là. Il ne va pas être donné aux Français, à niveau égal. Et si, comme on l'a dit plus tôt, ils cherchent le bling, ils se rendent compte que le bling est not that easy, parce que les mecs, ils ont la dalle quand même. Et c'est là le ricain en face, il a la dalle. C'est là où, justement, je souligne encore un autre problème franco-français, c'est que mentalement, il n'y a personne. On a que des mecs qui font des pubs Kinder Bueno, comme j'aime à dire. Écoute, c'est ce genre de mentalité, enfin, de toute façon, le fer, il est forgé ici, quelque part. Donc, quand ces jeunes, ils vont dans des universités où les gamins, vraiment, ils se battent pour gagner leur place, et ça se passe pas bien pour eux,
ben, ils transfèrent et changent d'école. Moi, j'ai pas transféré parce que je jouais pas à Michigan. Je jouais à Michigan. Je jouais à Michigan dans une école qui avait perdu la finale NCAA l'année d'avant. Le fameux Fab Five. Voilà. J'ai joué as a freshman. J'ai regardé des vidéos, j'ai joué. Je savais pas jouer au basket. Mais j'ai joué, j'étais sur le terrain. Je suis parti de Michigan parce que je savais pas jouer au basket. Et Michigan n'avait pas le temps de nous former. Coach Fisher, j'ai été le voir, j'ai dit écoute frère, vous, c'est une école où les joueurs savent déjà jouer. Moi, il faut que j'apprenne à jouer. Je dis est-ce que tu peux m'apprendre à jouer? Il me dit ouais, ben il y a des règles, hein. Tu peux pas, tu sais, c'est limité, le nombre de temps que tu peux passer à t'entraîner par jour, par semaine, c'est limité. Tu peux faire du travail individuel, mais bon, on est busy, etc. etc. J'ai dit frère, il faut que j'aille à un endroit où je vais apprendre à jouer. C'est pour ça que je suis venu jouer, je suis venu ici. On m'a appris à jouer, on m'a formé. C'est là vraiment que j'ai commencé ma formation. Et tu as passé le cap. Et donc je mets ça en parallèle avec des gamins français qui peuvent sortir de l'INSEP ou qui peuvent sortir de centres de formation. Il faut comprendre que quand tu viens aux States, personne ne va te donner quoi que ce soit. Il va falloir bosser pour faire ta place. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'INSEP? Et laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois que le basket français a progressé quand même? Pour moi, non. Et je vais te dire pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Il a progressé, oui, d'un point de vue technique, talent, si je puis dire, dans les mains. Pourquoi? Parce que l'évolution des multimédias et des technologies que du coup, pas seulement le sport a vécu, mais le reste de la vie, leur a donné un accès aux choses. Aujourd'hui, League Pass, YouTube, Instagram, Beansport, tu as une cable TV avec 400 chaînes, tu peux voir des replays, des trucs. Donc ça vient à eux, très facilement. Bon, à l'époque, tu connais, hein, t'as pas Canal+, t'es en galère. Tu vas chez un pote qui a Canal, tu as 2 matchs dans la semaine, il n'y a pas de rediff le lendemain, c'est relou. Donc, ils ont plus... Le basket vient à eux bien plus facilement que c'était le cas pour nous. Par contre, eux ne vont plus au basket. Ils ne vont plus s'entraîner. Ils ne vont plus sur les playgrounds. Quand ils vont s'entraîner, c'est dans un gym. Même pas sur un playground. Je vais dans un gym. Tu te rends compte que maintenant, il y a un truc qui s'appelle la Hoops Factory ou le One Ball où les mecs payent. Ça m'aurait sauvé les genoux, ça. Ouais, mais est-ce que tu aurais payé pour aller jouer dans un faire d'open gym? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, elle est devenue de je vais faire 1 heure d'entraînement avec un camera crew. J'ai 5 mecs autour de moi qui me filment. Mais filmer pour moi. Pour edit une vidéo avec une musique par-dessus, en fait un highlight, et mettre ça sur Instagram, YouTube, ce que tu veux. Ouais. I don't know. Nous, enfin, tu peux pas faire ton taf en silence, frère. Mais c'est la logique. On est de cette génération où techniquement, tu t'entraînes en scred. Ouais. En cachette, limite. Oui. Et tu surprends les autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'année dernière, j'avais pas de ma gauche. Là. Attends, vas-y, je vais passer tout l'été à faire un truc et je reviens en saison le prochain, tu vois. C'est ça. Et ben non, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc oui, il a progressé dans le sens où on a plus l'accès aux choses, donc les mecs sont plus talentueux, entre guillemets, mais ils ont 10 fois moins de cœur que vous. Du coup, et j'en reviens toujours à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je pense qu'en France, on n'est pas en danger. Donc, qui dit tu n'es pas en danger, comment tu peux avoir de la grinta, tu sais, le grit and grind, d'aller te battre? Ça vient à toi. Non, mais ça, c'est culturel. Est-ce que, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que culturellement, c'est quelque chose qui n'existe plus, entre guillemets, dans le basket français, mais peut-être existe encore dans d'autres sports en France? Moi, je pense que c'est partout pareil. Ce que je te disais tout à l'heure sur... Parce que quand même, il y a de la performance dans le sport français. Écoute, je te disais tout à l'heure, et une fois de plus, ce n'est que mon avis, j'essaie pas de l'imposer à qui que ce soit, mais quand tu fais des sélections au gabarit, uniquement. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de nouveau, c'est la même chose ici. Il fait 6'9 avec 7'5 wingspan. C'est la même chose ici. On est dans cet état d'esprit du slave market, on est dans cet état d'esprit c'est la même chose ici. Les combines ici, les combines NFL. Mais du coup, tu recherches du talent. C'est la même chose. Tu recherches une assurance tout risque, entre guillemets, une garantie que physiquement, ça va te tenir le coup. Pour la NBA, c'est spécifique parce qu'en effet, en NBA, tu as besoin de tenir le coup. Il y a un aspect physique qui existe, qui n'existe pas nécessairement tout le temps dans le basket européen. Right?
Cela dit... Steph Curry, il est physique? Non, Steph Curry, il n'est pas physique, mais Steph Curry... Damian Lillard, non, Ja Morant, I hear you. Kyrie Irving. Non, I hear you. Non, mais CJ McCollum. Non, j'entends ce que tu dis. Non, mais il y en a tellement. Mais là, tu n'es pas en train de me parler de gens qui ont été formés en France. Là, tu es en train de me parler de gens qui sont des joueurs de basket qui ont été formés ici, whatever. T'es un joueur. Donc on revient à ce que je te dis. Non. La mentalité française. Je dis pas que tu as tort, mais je dis que c'est quelque chose qui existe des deux côtés de l'Atlantique. Cette idée d'aller chercher le meilleur gabarit, entre guillemets, c'est quelque chose qui existe des deux côtés. Même aux États-Unis, ouais. Mais la grande différence, c'est que aux États-Unis, le gars, il va prendre le gabarit, mais il va le former. En France, le gars, il va prendre le gabarit et il va pas nécessairement le former avec la même vision pour que cette personne avec ce gabarit arrive au plus haut de son potentiel. Elle est là, pour moi, elle est là. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, peut-être que d'autres personnes ont vécu d'autres choses différentes. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui a dit ouais, on va faire de toi un joueur exceptionnel. Non, ceux qui ont dit ça, c'était les Américains qui jouaient dans l'équipe d'Evreux. Yeah. Les Américains dans l'équipe ont dit ouais, ce que lui il te montre là, le coach des espoirs là, oublie. On va faire ça. Michael Hackett, je parle encore aujourd'hui. Je sais pas si tu te rends compte, il a 65 ans, j'ai 48 ans, on se parle encore au téléphone. Donc c'est pour te dire à quel point où est la disconnexion. Penses-tu qu'un mec, excuse-moi de te couper, penses-tu qu'un mec comme Trae Young, Allen Iverson ou Steph Curry jamais, non, ils sortent pas. Mais ils sont même pas pris. Ils seraient pas sortis. Oui, ils auraient peut-être même pas été recrutés à la base. Ils ne les prennent pas, ces mecs-là. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est la même chose au foot. Je vois ce que tu veux dire. Les petits Valbuena, les petits Antoine Griezmann, ça passe à la trappe. Et d'ailleurs, ces mecs-là, ils sont partis ils finissent en Espagne. À l'étranger, c'est là où on les rappelle en équipe de France après. Mais parce qu'on les prend pas à l'époque. Quelque part au basket, il faut qu'on ait ce même système. De dire, tu vois, quand on parlait au coach de San Jose State, on lui disait, tu as les joueurs de l'INSEP et tu as les joueurs de centre de formation. Et les vrais joueurs, c'est ceux qui n'ont pas été sélectionnés par l'INSEP. C'est là, dans ce groupe de gamins de centre de formation, ou ceux qui n'ont pas été nécessairement vus, c'est eux qu'il faut essayer de recruter, c'est eux qu'il faut essayer de continuer à former, c'est eux auxquels il faut donner une opportunité. La réponse est peut-être là. Moi, je faisais partie de ce groupe de joueurs. Right? Après, je ne connais pas assez aujourd'hui le milieu du basket français et de la formation pour identifier ces différences. Mais je sais que si j'avais un enfant, moi, qui jouait au basket et qui avait le niveau pour aller à l'INSEP et qui était recruté par l'INSEP, je ne l'enverrais pas à l'INSEP. Ça, je le sais. Parce que je sais qui sont les... Je connais la mentalité des gens qui vont l'encadrer. Ouais. Oui, c'est pas des gens avec lesquels je pourrais me poser 5 minutes. C'est pas possible. Maintenant, il n'y a jamais eu de bons encadrements. Il n'y a jamais eu de bons encadrants à l'INSEP. Il y avait un coach des filles. À l'époque, jusqu'à Tony Parker et tout ça. Coach Verneret, chez les filles. Ouais. C'était un ouf, lui. C'était un vrai, lui. Je ne l'ai pas connu en tant que coach, mais il était chez les filles, mais c'était un vrai. Moi, ce que j'ai entendu de lui, c'était un truc de dingue. Mais pour moi, l'INSEP a sorti une vraie génération. C'était les Boris Dio, Tony Parker. Et depuis, c'est la dernière génération, on va dire, qu'ils ont réellement formé. Alors après, tu as eu un peu Fournier, mais qui a quand même fait 2-3 ans en pro avant de sortir dans la NBA. Mais même lui, il m'a raconté une anecdote. Tu te roules par terre. Il dit que les gars l'ont convoqué pour lui dire c'est quoi ces trucs de NBA, qu'est-ce que tu vas aller faire. Tu sais, les trucs, what? Non, mais t'as pas le droit de rêver en France. T'as pas le droit d'être ambitieux. T'as pas le droit d'avoir envie de... Mais dans le sport, d'aller dans l'élite. Ok, ça je comprends pas. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est un truc que je ne comprends pas. Que tu n'aies pas envie d'être... Que l'ambition ne fasse pas partie de la culture dans le fonctionnariat. À la rigueur. Mais on est quand même dans le monde du sport. Mais non, mais c'est ce que on est dans le monde de la performance. On est dans le monde du sport, on est dans le monde avec il faut... des parents qui sont issus de ces générations-là, des coachs qui sont issus de ces générations-là, et un système qui est, tu sais, des présidents de fédé, des trucs. Donc, si tu veux, c'est encore ancré dans les têtes des gens que donc reste à l'abri. Donc la sécurité. Donc, résumé conclusion quelque part, les États-Unis, c'est pas pour tout le monde. Pourquoi les mecs ils restent en France? Avant d'arriver à Draft Day, il y a eu des mecs qui ont eu
des noms un peu hot depuis 2-3 ans peut-être, tu vois, ils ont 15-16 ans, drafté vers 19 ans, si t'es drafté early. Ou à ne pas aller au Hoop Summit, ou ne pas aller sur les camps et tout, parce que des gars, they compete every day. Compete en National TV. Quand tu vas jouer à Kansas, tous les jours, il y a des scouts qui sont là. Tu peux pas te cacher. Tous les matchs passent à la télé. Tu peux pas te cacher. Et donc, du coup, c'est un plan. Donc, eux, ils décident de rester en France en attendant la draft. C'est un plan bilatéral de du joueur. Coconné. Du joueur. Cocon. Comfort zone. Du joueur qui a peur de la crème d'aller se frotter à ça. Donc, comme il a déjà son stock, il est un peu high, son nom il est un peu sexy, il se dit bon, je vais conserver ça et pas risquer de compromettre ça. Et de l'autre côté, tu as forcément l'agent, parce qu'on va y venir aux agents. Après, l'agent qui se dit, moi j'ai peur d'envoyer mon mec aux States, parce que I know I can't follow this guy. Et je vais le perdre. Donc je préfère moi aussi, plutôt que de développer mon joueur et de le pousser à progresser au contact des meilleurs, le mec il peut mettre une banane, il peut être drafté, même sometime in a lottery, sans avoir été se frotter à la crème de la crème. Sans avoir été testé. Parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils font les scouts? Ils viennent 2 fois dans l'année te voir. Ils viennent pas tout le temps. Je vais te poser une question. Donc parce que ça va bien expliquer ou refléter ton propos. Selon ta réponse. Ces 8 dernières années, on est en 2023, donc moins 8. 2015. Entre 2015 et 2023, quel a été le parcours des Français qui ont été draftés? À partir de leur draft, quel a été leur parcours? Ça veut dire combien sont starters, ils ont fait des 3 ans et ils sont fait tèche, combien ont fait carrière, Alors j'ai pas la stat, mais on peut aller de mémoire comme ça, de but en blanc. Qui a réussi là? Qui est encore dans la ligue? T'as Fournier, qui a joué bien plus que 20 minutes souvent. T'as eu Nilikina sur ses premières années à New York. On a donné du temps de jeu, mais finalement il n'a pas réussi à l'exploiter de la meilleure manière et il a moins joué. Par contre, que je réfléchisse bien, peut-être t'as Killian Hayes là récemment qui joue quand même pas trop en termes de temps, pas mal. Gobert. Donc il joue lui. T'as 4. Doumbouya, galère. Louaou, le pauvre, galère. Pourtant, c'est un mec que je trouve très fort. Il n'a pas réussi à. Oui, mais la ligue, c'est la ligue. Tout le monde est fort. Malédon, galère. Gershonel Buzele, galère. Vincent Poirier, galère. Isaiah Cordinier, drafté, même pas allé. Comment il s'appelle? Louis Laberry, drafté, même pas allé. Mathias Le Sort, drafté, pas allé. C'est-à-dire que... elle continue ta liste? Et je les oublie, mais il y en a bien plus d'une dizaine, c'est sûr. Et c'est pour te dire que... Donc quand tu dis... non, mais moi je me rends pas compte de tout ça, frère. Donc quand tu me dis... Les derniers, c'était Tony Parker et Boris Dio et Ronny Turiaf, dans le sens où les mecs ont fait carrière. Pour l'INSEP. Qui sortaient de l'INSEP, voilà, il y a eux. Après c'est Batum, la génération de Batum. C'est quoi la génération de Batum? C'est les 88. Oui, mais c'est qui les noms? T'as Batum, t'as... qui est-ce qui était avec eux? Est-ce qu'il n'y avait pas... alors il y a eu un peu Aginsa avant qui était un peu plus vieux, je crois. T'as eu les mecs juste derrière, Fournier 92. Ok, tu vois. Mais non, mais ils sont très peu par contre. Mais c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Parce que même moi, je me rendais pas compte. Donc ta liste de gens qui ont, entre guillemets, échoué est plus grande que ta liste de gens qui ont des stocks. They went there and they stuck. In my opinion, oui. Parce que c'est facile d'aller te dire les States c'est de la merde, vous allez faire quoi là-bas, les mecs vont se perdre. Mais et si on parlait des mecs qui se perdent en restant en France? Déjà chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je t'ai dit, ils sont matrixés par 2 choses. L'agent qui souvent va dire non, il faut qu'il reste là parce que lui, il a peur de perdre son client en se disant on va me le prendre là-bas, je ne peux pas compter avec les big dogs, tu vois. Avec les autres agences, tu parles là. Ouais. Et puis le joueur aussi, soit motivé par l'agent, soit lui-même en manque de cojones, excuse ma French, qui a peur d'aller se frotter à la crème de la crème. Et là, le dernier que je vois ne pas avoir peur pour le coup, c'est Wembanyama. Donc j'ai espoir pour lui parce que je me dis, tu vois, il est venu, il a fait son truc avec la G-League contre Scoot Henderson qui était le top du top avec qui il était en tout cas, il a porté ce truc, il a dit vas-y, on y va, je vais jouer. Ils auraient pu le shutdown en milieu de saison parce qu'il était déjà garanti d'être numéro 1 draft et tout. Il a joué, he competes, he wants to play. So
c'est très, 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 très rare de nos jours. Les mecs, ils préfèrent se cacher et espérer mettre une banane que d'aller Tu peux pas mettre de banane dans cette ligue. Prouver qu'ils sont... Tu peux pas mentir dans cette ligue. À un moment donné, il va falloir que tu joues, il va falloir que tu montres quelque chose. Ouais, mais l'intérêt, c'est peut-être pas forcément tout de jouer, c'est déjà, je suis drafté. J'ai été drafté. Ouais, mais dans ce cas-là, regarde, on peut rien faire pour eux. On peut rien faire pour eux, frère. On peut rien faire pour eux.